commencer, on va passer à la présentation donc des bases de la comptabilité, et notamment, bah, voilà, l'aspect un petit peu qui, fâche un peu, j'allais dire les porteurs de projets, l'aspect chiffré d'une entreprise, hein. Donc on va découvrir ensemble ce que c'est. Voilà. Donc, on va voir le rôle de la comptabilité, on va voir les 3 principaux tableaux, que va appréhender un créateur d'entreprise, mais également un chef d'entreprise, hein, bilan, compte de résultat, plan de trésorerie et on finira par, la logique un petit peu, la logique financière. Donc, on va commencer par le rôle de la comptabilité. Donc, on a une entreprise, hein, qui est dans son environnement. Dans son environnement, l'entreprise va avoir des clients, elle va avoir des fournisseurs, elle va avoir un des partenaires principaux de l'entreprise, la banque, au même titre que l'expert comptable, l'administration fiscale qui souhaite effectivement savoir la situation financière d'une entreprise pour mieux taxer derrière, autres partenaires ou concurrents, les autres sociétés. En interne à l'entreprise, il va y avoir les salariés, hein, qui vont faire, j'allais dire, pouvoir réaliser les ventes, les associés fondateurs et le chef d'entreprise. C'est le chef d'entreprise qui coordonne le tout, qui est chef d'orchestre. Comme ça revient en arrière, comme je l'ai indiqué, le centre des impôts souhaite avoir la situation financière de toutes les entreprises de façon à taxer au titre de l'impôt les entreprises. Nous, particuliers, sur notre salaire, nous avons l'impôt sur le revenu à payer. Pour les entreprises, c'est pareil, en fonction du statut juridique, ça va être soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Par contre, la situation financière doit être dans un langage approprié, ordonné, hein, ce langage, c'est la comptabilité. Et donc, on part des opérations et des informations brutes émises par l'entreprise. Donc, l'entreprise va vendre, elle va émettre des factures de vente, elle va recevoir l'argent de la vente, l'entreprise aura des salariés, elle va payer donc des bulletins de salaire pour les salariés, etc. L'entreprise va acheter de la marchandise, etc. Donc, tout ça, ce sont les opérations normales d'une entreprise. Ces opérations sont ensuite retranscrites en langage comptable. Imaginez le langage comptable comme un petit peu le langage informatique. Pour dire oui en informatique, c'est le chiffre 1. Pour dire non, c'est 0. Eh ben, en comptabilité, c'est pareil. On va retranscrire les opérations en un langage approprié, qui est le langage comptable, pour avoir au final des synthèses, des tableaux synthétiques qui vont être destinés à l'administration fiscale, je l'ai dit, mais pas que. Ça va être aussi destiné aux organismes sociaux qui, eux, veulent savoir, voilà, du 1er janvier au 31 décembre, quels ont été les salaires versés, quelles ont été les cotisations sociales versées, pour tout simplement calculer les retraites, le droit au chômage de chacun. Et donc, du coup, le travail de la comptabilité, c'est de donner ces documents de synthèse à ces différents organismes. À chaque fois, ça me fait ça, le réflexe. Et donc, on va commencer par voir c'est quoi ces documents de synthèse. Donc, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc, ces documents de synthèse, c'est les principaux documents comptables et financiers auxquels, effectivement, on va être confronté le dirigeant tout au long de la vie de l'entreprise. On aura une version prévisionnelle de ces documents, c'est-à-dire qui correspond à la phase de création de l'entreprise, et puis on aura une version finale de ces documents. L'entreprise est créée, maintenant on aura la version finale, la version comptable de ces documents. Sachez que tout échange avec les interlocuteurs financiers se fait justement à l'appui de ces documents. Ainsi, en création d'entreprise, on aura donc ces 3 documents principaux. On aura le plan de financement. L'équivalent pour une entreprise existante du plan de financement, c'est le bilan, une fois que l'entreprise est créée.
Ensuite, toujours en création d'entreprise, le deuxième des tableaux, c'est le compte de résultat prévisionnel. Pour une entreprise existante, c'est le compte de résultat tout court. L'année est écoulée et ce sont des chiffres réels. Pour le troisième des tableaux, le plan de trésorerie prévisionnel. Et enfin, pour une entreprise existante, le plan de trésorerie avec les chiffres réels. Donc, on va commencer par le premier, qui est le bilan. Donc, le bilan, c'est une photographie à une date donnée du patrimoine de l'entreprise. Le symbole du patrimoine de l'entreprise, c'est l'actif que vous voyez là. Donc, les actifs d'une entreprise, l'entreprise possède du matériel, elle possède peut-être un bien immobilier, si l'entreprise est propriétaire bien là d'un bien immobilier, elle possède des stocks, les créances, tout ce qui est liquidité, l'argent sur les comptes bancaires de l'entreprise fait partie de son patrimoine. Et puis, de l'autre côté, vous avez le passif qui va regrouper toutes les ressources voilà, internes, externes à l'entreprise et qui ont permis de financer ce patrimoine. Donc, on aura des ressources qui proviennent des associés et des fondateurs, ça va être le capital. On aura des ressources qui proviennent des banques, ça va être les emprunts. Autres ressources qui proviennent de l'extérieur, les fournisseurs, le fait que le fournisseur accorde un délai de paiement, c'est-à-dire vous fait crédit, c'est effectivement une ressource financière. Et donc, cette photographie, on va faire en sorte que l'actif égale le passif. C'est pas faire en sorte, c'est voilà, dans un bilan, c'est équilibré, l'actif égale passif. Si on a un patrimoine de 30 000 euros, on a forcément eu les ressources financières de 30 000 euros à l'instant T. Donc là, vous avez un exemple de premier bilan avec les investissements, les immobilisations, donc le côté actif, je commence toujours par le côté actif, les immobilisations, donc les investissements réalisés par l'entreprise, le patrimoine, le stock, les créances et qu'est-ce qui reste en argent disponible pour cette entreprise. Donc, on a au total un actif de 45 400. Voilà. Et comment on a fait pour financer cet actif de 45 400? On va regarder du côté du passif. Eh bien, du côté du passif, on aura effectivement un capital de 30 000, un premier bénéfice de 2 000. Il y a eu aussi un emprunt de 8 000 et oui, des dettes de fournisseurs de 5 400. Vous voyez qu'on retombe sur 45 400. En phase de création d'entreprise, on ne peut pas utiliser le mot bilan. Le mot bilan implique que l'entreprise existe et que l'activité est réelle et débutée. Alors, en phase de création d'entreprise, l'entreprise n'existe pas. On est au moment de la création. Donc, on va utiliser l'équivalent, le plan de financement. On va remplacer actif par besoin, passif par ressources. Et on va dire, voilà les besoins de départ. On va avoir les immobilisations, le stock, la réserve de trésorerie. Et puis, on va avoir du côté des ressources, le capital et l'emprunt. On ne peut pas encore parler de de bénéfices puisqu'on est au moment de la création de l'entreprise. Et donc, le plan de financement en phase de création d'entreprise, il est incontournable dans la mise en place d'un projet. Il va permettre d'étudier la faisabilité du projet et vérifier l'équilibre financier de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que le créateur ou la créatrice a les moyens de ses ambitions? Est-ce que les apports et l'apport personnel et les différentes ressources financières permettent de boucler l'installation de l'entreprise. De l'autre côté, quand l'entreprise est existante, au niveau du bilan, c'est un document obligatoire à remettre au centre des impôts pour la majeure partie des entreprises, excepté la micro-entreprise, qui n'a pas de comptabilité. C'est l'état du patrimoine de l'entreprise, ce que possède l'entreprise, ce que doit l'entreprise.
C'est un document, néanmoins, qui est rarement utilisé par le chef d'entreprise au quotidien, sauf dans des cas précis. Les cas précis, c'est si le chef d'entreprise décide de revendre son entreprise ou si ce chef d'entreprise est sous forme de société, il décide d'ouvrir le capital et faire appel à des investisseurs. C'est à ce moment-là, pour séduire les investisseurs, c'est à ce moment-là que ce chef d'entreprise va faire attention au bilan. On va passer au deuxième des tableaux, le compte de résultat. Le compte de résultat va retracer la formation donc, du résultat tout au long de l'exercice comptable, avec d'un côté les produits. Donc, les produits, ce sont donc les ventes de marchandises, les ventes de prestations de services et les ventes de produits finis qu'on appelle chiffre d'affaires dans la partie produits. Et puis, de l'autre côté, nous avons les charges au quotidien, les dépenses au quotidien de l'entreprise, eau, électricité, assurance, loyer, salaire des salariés, etc. À la fin de l'année, on va faire le produit moins charge qui va donner un résultat. Et donc, ce résultat, en fonction, si c'est un bénéfice, il y aura une taxation. Si c'est une perte, il n'y aura pas de taxation. Vous avez un exemple chiffré que vous voyez là. Les produits, donc le chiffre d'affaires tout en haut, 180 000. Les charges, vous avez les catégories de charges, achats, charges externes, impôts et taxes, salaires, etc. Ça, c'est selon le plan comptable. Ces catégories-là, le compte de résultat a toujours la même tête, qu'il soit prévisionnel ou final, c'est toujours la même présentation parce qu'on suit le plan comptable. Le total des charges qui est en jaune, 160 000, et puis la partie du résultat en dessous. Et donc, on va faire produit moins charge, 180 000 moins 160 000. Ça va nous donner un résultat avant impôt de 20 000. Puisque ce résultat est bénéficiaire, il y aura un impôt. En l'occurrence, l'exemple que vous avez là, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, 15% de 20 000, ça fait 3 000. Résultat net comptable après impôt, 17 000. Et donc, vous avez la partie ici donc, du résultat. La signification. En création d'entreprise, bien sûr, le compte de résultat prévisionnel, c'est un document incontournable dans la mise en place d'un projet. Il permet d'appréhender le niveau d'activité en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est que le chiffre d'affaires, les ventes, doivent couvrir les charges. Ça, c'est la première des étapes, c'est le minimum, ce qu'on demande. Deuxième étape, le chiffre d'affaires doit couvrir les charges et doit procurer une rémunération au chef d'entreprise à la hauteur de son niveau de vie. Pas des cacahuètes, on parle à la hauteur de son niveau de vie. Troisième et dernière étape, le chiffre d'affaires doit couvrir les charges, doit procurer une rémunération à la hauteur du niveau de vie du chef d'entreprise, mais il doit encore rester des marges de manœuvre, il doit encore rester des bénéfices pour que l'entreprise continue à se développer. Le souci dans un compte de résultat prévisionnel, c'est qu'on ne sait pas dans quel temps l'entreprise va accomplir et va passer d'une étape à l'autre. Ce document va servir également à définir le point mort à titre prévisionnel de l'activité, donc déterminer à quel moment et à quel niveau de chiffre d'affaires l'entreprise va être rentable. Une fois que l'entreprise existe, le compte de résultat, on va enlever le mot prévisionnel, on va avoir un compte de résultat tout court avec les chiffres réels. C'est un document obligatoire à remettre au centre des impôts, excepté pour la micro-entreprise. Ce document va permettre de faire le point sur le fonctionnement de l'activité sur l'année écoulée. Et quand le chef d'entreprise passe en mode d'analyse, il va analyser d'où provient la rentabilité de l'entreprise sur cette année-là ou d'où provient la perte de l'entreprise sur cette année-là. On va ensuite passer, donc avant le troisième tableau, on a une relation bien sûr entre le compte de résultat et le bilan. C'est le résultat après impôt qui va figurer
au niveau du passif du bilan. Et c'est l'accumulation de ces résultats qui permet à l'entreprise de continuer à se développer et donc de continuer à faire grossir l'actif. Le troisième des tableaux, c'est le plan de trésorerie. Donc, le plan de trésorerie va retracer tout ce qui est encaissement et décaissement sur le compte en banque de l'entreprise sur 12 mois. Donc, c'est le seul des tableaux qui s'exprime en TTC et en plus, c'est le seul des tableaux qui est sur 12 mois, qui est au mois le mois. Donc, on va parler de recettes, les recettes encaissées en TTC ventilées mois après mois. On va parler de dépenses, décaissement des dépenses en TTC, ventilé mois après mois, et on aura le solde à la fin du mois. Et donc, on va avoir ici, vous avez un premier exemple de plan de trésorerie simplifié. Eh ben, l'entreprise, elle est née en janvier, on l'a créée en janvier, elle démarre avec 0 sur le compte bancaire. Au niveau des recettes, on a 38 000. Au niveau des dépenses, on sort 27 366. Il reste à la fin du mois de janvier 10 634 euros. On repart au 1er février avec 10 634 euros. On n'encaisse rien. Par contre, on a des dépenses, 7 352 euros. Il va rester à la fin du mois de février 3 282 euros sur le compte bancaire. Au 1er mars, on repart avec les 3 282 euros. On encaisse cette fois-ci au mois de mars 12 054 euros. On sort 14 462 euros en termes de dépenses. Il va rester à la fin du mois de mars, après toutes ces opérations, 874 euros sur le compte bancaire et ainsi de suite jusqu'à arriver au mois de décembre. Donc ça, c'est l'exemple du plan de trésorerie simplifié. On a également le plan de trésorerie en version comptable. Cette fois-ci, c'est toujours le même, j'allais dire, le même fonctionnement, le même format. Donc, je répondrai justement aux questions après. Donc, les recettes et les dépenses, et puis le solde. Néanmoins, dans la version comptable, dans les recettes, on va tenir compte des ressources de départ en TTC qui proviennent du bilan ou du plan de financement. On va aussi tenir compte de l'encaissement du chiffre d'affaires en TTC qui, lui, provient du compte de résultat. Pareil pour les dépenses, on aura les dépenses initiales qui proviennent du bilan plan financement, comme les investissements en TTC, et puis on aura les décaissements des charges qui proviennent du compte de résultat. Et pour le solde, on va faire apparaître dans un premier temps les recettes moins les dépenses du mois, et ensuite le solde à la fin du mois. Donc là, le tableau est un petit peu plus conséquent pour le plan de trésorerie en version comptable, parce que là, on suit tout simplement les intitulés et le plan comptable. Donc, on reprend dans les recettes hors exploitation, on reprend ce qui était dans le plan de financement, le capital 30 000, l'emprunt moyen-long terme 8 000. Au niveau de la partie recettes d'exploitation, c'est l'encaissement du chiffre d'affaires. Et là, on voit bien qu'en janvier, en février, on n'encaisse rien. C'est à partir du mois de mars que l'entreprise commence à encaisser du chiffre d'affaires. Pour les dépenses, c'est pareil, on aura les dépenses hors exploitation, les 12 000 euros d'investissement que l'on a vu précédemment, c'est 14 400 en TTC d'investissement, et puis les dépenses d'exploitation, ce sont les décaissements des charges provenant du compte de résultat. On va avoir donc dans notre ligne solde du mois, donc les recettes du mois moins les dépenses du mois, et puis la ligne d'en dessous, le solde à la fin du mois. C'est bien la ligne d'en dessous, qu'est-ce qui reste sur le compte bancaire qu'il faut regarder. C'est là où il faut porter son attention. Ça signifie quoi? Donc, quand on est en phase de création d'entreprise, le plan de trésorerie prévisionnelle, c'est un incontournable dans la mise en place d'un projet. Donc, les 3 documents cités, c'est ce qui font partie de ce qu'on appelle le prévisionnel financier.
Là, en revanche, ce plan de trésorerie prévisionnel va permettre d'étudier la viabilité de la future entreprise. Est-ce que l'entreprise accumule suffisamment d'argent pour assurer les dépenses qui sont programmées dans le court terme, le moyen terme? Quand l'entreprise existe, le plan de trésorerie, ça, en revanche, c'est un impératif à réaliser par toutes les par tout chef d'entreprise. On pardonne au chef d'entreprise de ne pas trop connaître le bilan et le compte de résultat. Par contre, on ne peut pas pardonner à un chef d'entreprise de ne pas savoir ce qui se passe au niveau de la trésorerie de son entreprise et sur son compte bancaire. Donc ça, c'est un impératif du chef d'entreprise, puisque ça va être le premier outil de pilotage pour ce chef d'entreprise, savoir ce qui se passe en réalité sur le compte bancaire. Et c'est bien sûr le nerf de la guerre. C'est en gros, on va imaginer l'entreprise comme étant un véhicule et le carburant du véhicule, bah, c'est la trésorerie. Sans trésorerie, bah, l'entreprise ne peut pas avancer. On va conclure sur la logique financière. On va reprendre. Donc, au départ, au moment de la constitution de l'entreprise, on a besoin du plan de financement. Donc, le plan de financement va faire apparaître les financements qui vont couvrir les investissements de départ. Il faut qu'il reste suffisamment d'argent une fois que les investissements soient réalisés pour anticiper le fonctionnement de l'entreprise. Donc, on va avoir le fonctionnement de l'entreprise qui est symbolisé par le tableau du compte de résultat avec les produits d'un côté, donc le chiffre d'affaires d'un côté, les charges de l'autre côté. Donc, on espère que l'activité dégage effectivement des bénéfices. Ces bénéfices, eh ben, c'est tout simplement de l'argent au final. C'est de l'argent qui est symbolisé par le plan de trésorerie, les rentrées et les sorties d'argent. Au bout de 12 mois, il y a un cumul d'argent qui se fait, on l'espère. Ce cumul d'argent qui se fait, on l'espère, va conduire à la pérennisation de l'entreprise. L'argent va être réinjecté dans cette entreprise. Quand vous entendez l'expression de réinjecter les bénéfices, c'est tout à fait ça. L'argent va être réinjecté dans l'entreprise pour permettre à l'entreprise de se développer. Et on va recommencer le cycle, c'est-à-dire, là, cette fois-ci, l'entreprise existe bien, on aura un bilan. Pour le développement de l'entreprise va continuer à investir dans des machines, véhicules et autres pour toujours ben voilà, fonctionner, ensuite toujours augmenter son chiffre d'affaires, son niveau de charge, augmenter derrière les bénéfices et ainsi de suite. On va donner, donc je n'ai pas de son, donc je ne peux pas effectivement faire le petit quiz, mais là, vous aviez une association ici sous les yeux de mots et de chiffres. Vous aviez dette, apport en capital, pérennité, faisabilité, vente de prestations de services, TVA à payer, etc. Donc ça, ce sont des mots, des chiffres, des jargons. Hein, le jargon, il faut rattacher, bien sûr, l'élément au tableau qui convient. Et donc, on va retrouver dans le plan de financement bilan le mot ressources, l'achat de matériel informatique pour 3 000 €, le mot faisabilité, l'apport en capital de 10 000 €, le mot dette. Ça, effectivement, c'est le jargon qui appartient au plan de financement bilan. Pour le compte de résultat, l'objectif de chiffre d'affaires, la vente de prestations de services pour 34 000 €, les mots rentabilité, le montant des salaires bruts de 16 200 €, la variation de stock. Ça, c'est le jargon qui appartient au compte de résultat. Et enfin, pour le plan de trésorerie, on va utiliser les mots règlement client pour 2 238 €, la TVA à payer, le mot pérennité, les prélèvements de l'URSSAF sur le compte bancaire de 713 €, les dépenses. Ça, effectivement, c'est le jargon qui appartient au plan de trésorerie.
Donc, un quiz sur le bilan. Donc, le bilan est une photographie à un instant T du patrimoine de l'entreprise, retrace la constitution du résultat tout au long de l'entreprise. Quelle est la bonne réponse? Oui, la photographie à un instant T du patrimoine de l'entreprise. Question suivante. Toujours un quiz. Attention, plusieurs bonnes réponses. Que retrouve-t-on dans la partie passif du bilan? Le capital, les emprunts, les dettes, les immobilisations? Trois bonnes réponses. Trois bonnes réponses. Oui, capital, emprunt et dette. Les immobilisations font partie de l'actif. Question suivante. Un petit quiz. Ceci est. Donc, l'image que vous voyez, est-ce que c'est un bilan, un compte de résultat, un tableau de trésorerie? Aucune de ces propositions. Oui, un tableau de trésorerie. Recettes, dépenses, soldes. Dernière question. Le plan de trésorerie retrace les encaissements et décaissements sur le compte en banque de l'entreprise sur 6 mois, 12 mois, 2 ans, 5 ans. Quelle est la bonne réponse? Sur 12 mois, effectivement. Et donc, nous avons sur le podium en troisième position Alice, en seconde position Nat 87 et en tête, nous avons Laurine. Donc, félicitations. Finaliste Rache et Ekel, quatrième et cinquième position. Félicitations. Alors, hop, je vais arrêter effectivement le partage et je vais voir les questions-réponses. Donc, pour le rendez-vous avec les conseillers, je vois sur le QR, voilà. Donc, vous pouvez effectivement prendre rendez-vous avec les conseillers en téléphonant, en laissant le mail ou à l'issue de la conférence. En tant que retraité, est-ce qu'il y a des aides spécifiques pour créer une micro-entreprise? Non. Pas du tout. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est les aides que l'on a citées. Exactement. Donc, Virginie, pour une micro-entreprise, on n'a que l'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les sociétés. Oui, tout à fait. Quels sont les documents comptables indispensables pour une micro-entreprise? Toujours Virginie. Donc, la micro-entreprise, c'est l'exception, hein. La comptabilité est allégée, donc il n'y a pas à fournir de documents comptables. Néanmoins, pour le chef d'entreprise, il est impératif de savoir dans quoi on met les pieds financièrement. Donc, le minimum pour un chef d'entreprise, c'est ce plan de trésorerie, les recettes et dépenses. C'est le minimum. Comment le chef d'entreprise peut se rémunérer pour être taxé au minimum? À quel taux cette rémunération est-elle taxée? Alors, Karine, c'est une question qui est un peu complexe. En fait, ça dépend tout simplement du statut juridique.
Le moins, j'allais dire, le moins taxant, c'est la micro-entreprise. Le plus taxant, c'est par exemple une SASU. Donc, sans rentrer dans les détails. Est-ce qu'on a besoin de comptabilité en freelance? Donc, en freelance, c'est plutôt un abus de langage. Pour pouvoir facturer, il faut avoir un numéro de SIRET. Donc, si on est en micro-entreprise, eh ben, effectivement, on n'a pas besoin de comptabilité. Par contre, si en revanche, on peut être en portage salarial, on peut être en société. Si on est en société, oui, il y aura une comptabilité. Si on est en portage, dans le cadre d'un portage salarial, c'est la société qui porte qui s'occupe de la comptabilité. Est-ce qu'il y a des logiciels que vous pouvez recommander? Alors, pour les entreprises, pour la micro-entreprise, vous avez le MyAE, My, plus loin AE, qui est un logiciel gratuit pour faire tout ce qui est livret, recettes, dépenses. Vous avez d'autres logiciels payants pour de la comptabilité. Vous avez Time, vous avez... j'ai pas tout en tête, mais voilà, il y a pas mal de logiciels qui existent. Donc, voilà. Comment faut-il déclarer auprès des impôts et à quelle période? Généralement, donc, que ce soit pour la micro-entreprise ou que ce soit pour les autres entreprises, vous avez un exercice comptable. Donc, pour la micro-entreprise et les entreprises individuelles classiques, l'exercice comptable est du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, quand l'exercice se termine au 31 décembre, il faut déclarer au niveau de l'impôt ce qui s'est passé au mois de mai. En revanche, pour les sociétés qui ont un exercice comptable décalé, par exemple, un commerce de jouets ne peut pas clôturer au 31 décembre parce que c'est là où il est en plein boom au niveau de son activité. Imaginons donc un commerce de jouets qui il a généralement un exercice comptable qui va être par exemple, du 1er juillet au 30 juin. Et donc là, on va avoir effectivement, pour pouvoir déclarer, la déclaration au centre des impôts se fait le 4e mois suivant la date de clôture. J'ai dit 30 juin, vous comptez juillet, août, septembre, octobre. Ce sera donc au 15 octobre pour une clôture au 30 juin. Donc, SASU, je pense que c'était les dividendes. Non, donc le jeu, il faut être connecté, il faut qu'on vous donne le caout, mais il ne peut pas être accessible. En tous les cas, pour la conférence et pour cette journée, oui, c'est accessible. C'est le URL la plus taxante sur les dividendes. Oui, effectivement, tout ce qui est SARL et EURL, on évite de se verser des dividendes parce qu'en plus de la flat tax, il y a les cotisations sociales sur les dividendes. Donc, c'est extrêmement taxé. Les dividendes sont extrêmement taxés en EURL, SARL, alors qu'en SASU et donc en SASU et SAS, il n'y a juste que la flat tax. Donc, les logiciels de gestion, comme j'ai dit, bon, vous le trouvez. Évitez quand même EBP, des gros. Voilà, ça, c'est donc des logiciels de comptabilité. Il faut vraiment, généralement, pour les logiciels de gestion, voyez pour les entreprises qui ont une tenue comptable obligatoire, voyez avec l'expert comptable qui peut vous conseiller au mieux. Comme on est dans une ère de digitalisation des éléments, il va vous conseiller au mieux sur les logiciels. Donc, avec une SASU, oui, on peut, pourquoi pas, se rémunérer avec les dividendes. Par contre, attention, le fait de ne pas se verser de salaire, on ne cotise pas ni pour la retraite, ni pour la maladie. Donc, ça veut dire que si vous versez des dividendes en SASU, ça veut dire que quelque part, votre protection sociale est assurée. Soit c'est parce que vous êtes retraité, et parce que vous êtes retraité, vous êtes couvert, voilà.
ou soit vous avez monté la SASU et vous êtes engagé à ne prendre aucune rémunération, et que de l'autre côté, vous occupez un emploi à temps partiel. Sinon, faites bien attention, hein, si la SASU, c'est votre principale source d'activité et que vous ne prenez que des dividendes, quid de votre protection sociale? Alors, pour les logiciels, donc on avait donc pour la micro-entreprise, hop, donc logiciel MyAE. Ensuite, de gestion, Time. Ah oui, celui-là qui me revenait, Pennylen, etc. Donc, Emma a une question. Hein, je fais ma déclaration en ce moment. Et que sont les déficits globaux des années antérieures non encore déduits? Donc, c'est un petit peu particulier. Donc, normalement, quand une entreprise fait des pertes, les pertes se reportent sur l'année suivante et sont déductibles du bénéfice de l'année suivante. Et donc ici, déficit globaux des années antérieures non encore déduits, c'est que ça n'a pas encore été, tout simplement, fiscalement, ça n'a pas encore été déduit. La loi Madelin et la SASU. Alors, la loi Madelin pour la retraite, la loi Madelin est à condition qu'on se verse un salaire. À condition qu'on se verse un salaire. Donc, il faut absolument se verser un salaire. Peut-on cumuler chômage, création SASU en se versant des dividendes? On peut cumuler le chômage et la création de SASU. Par contre, on ne se verse pas des dividendes parce que le Pôle emploi va contrôler. Le Pôle emploi va vous demander votre avis d'imposition et va voir si vous avez perçu d'autres revenus comme les dividendes au travers de l'entreprise. Et le Pôle emploi, s'il s'en aperçoit, va vous régulariser et va vous demander de restituer, les sommes versées. Vous ne voyez pas mes écrits. Pourtant, j'ai écrit le logiciel de gestion Time, T-I-I-M-E, Pennylen, P-E-2-N-Y-L-A-N-E. Pour moi, je le vois bien affiché. Et pour la micro-entreprise, le logiciel MyAE, qui est gratuit, hein, M-Y plus loin A-E, tel qu'on le dit. Alors, la TVA dépend du régime fiscal choisi par l'entreprise. Alors, donc, sauf la micro-entreprise qui est en franchise de TVA. En tous les cas, quand la micro-entreprise démarre, c'est une franchise de TVA jusqu'à atteindre certains seuils. Pour les activités de vente, il faut dépasser 101 000 de chiffre d'affaires pour que la micro-entreprise devienne assujettie à la TVA. Pour les activités de prestation de services, il faut dépasser 39 100 de chiffre d'affaires dans l'année pour être assujetti à la TVA. Pour les autres entreprises, comme les sociétés en SASU, tout dépend du régime fiscal choisi. Si on a choisi un régime fiscal, il faut le choisir dès le départ, dès la création de la société. Si on a choisi un régime fiscal, le régime simplifié, alors ce sera la TVA, ce sera 2 acomptes semestriels et une déclaration annuelle. Si on a choisi le régime fiscal réel normal, alors la TVA sera mensualisée. En EURL, comment choisir? Alors, bonjour, en EURL, comment choisir entre l'IS et l'impôt sur le revenu? Tout est une question de niveau de chiffre d'affaires et de niveau de dépenses. Donc là, il faut vraiment réaliser un prévisionnel pour voir qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Jusqu'à un certain stade de chiffre d'affaires et de niveau de dépenses, l'impôt sur le revenu va être intéressant pour l'EURL. Passer ce stade-là, il vaut mieux être en impôt sur les sociétés.
Il n'y a pas vraiment de seuil, hein, il faut regarder un petit peu, il faut vraiment faire un prévisionnel. Donc, Gisèle a mis des logiciels. OK. Donc, du coup, je reprends donc, pour la micro-entreprise, donc My AE, logiciel gratuit. Et puis Gisèle a mis les autres, Pénilène, et il y en a qui ont repris. Donc Marcel nous dit, devant l'incertitude du chiffre d'affaires prévisionnel au début de l'activité, est-il possible d'établir un PV de carence pour continuer à recevoir les indemnités chômage et d'ajuster 6, 12 ou 18 mois lorsqu'on est là? Voilà. Alors oui, effectivement, Marcel, c'est possible. Alors par contre, ça, ce n'est possible que lorsqu'on est en société. Hein, c'est possible en société de faire un procès verbal, hein, comme quoi on s'engage à ne prendre aucune rémunération en tant que dirigeant de société. Et donc, dans ces cas-là, on va pouvoir cumuler son allocation. Donc, pour Maleka, la micro-entreprise est en franchise de TVA. Donc, on ne pourra pas, tant que la micro-entreprise est en franchise de TVA, on ne peut pas récupérer la TVA sur les dépenses. C'est le principe de la micro-entreprise. Lorsque la micro-entreprise franchit les seuils de chiffre d'affaires que j'ai indiqué, donc vente, il faut franchir 101 000, prestation de service, il faut franchir 39 000. Alors oui, à ce moment-là, sur les factures, il faudra mettre la TVA, la mention de la TVA, et là, on pourra récupérer la TVA. Est-ce que... donc, j'ai répondu, je peux répondre. Comment fonctionne la déclaration de TVA en fonction des cas, déclaration simplifiée? Donc, pour le régime simplifié, je vous ai expliqué, c'était 2 acomptes semestriels au 31 juillet, le premier au 31 juillet, le deuxième au 31 décembre, une déclaration annuelle avec un reliquat au mois de mai. Pour le régime réel normal de TVA, c'est une déclaration mensuelle tous les 19 du mois pour la région parisienne, excepté quelques départements, et pour le reste des départements de France, tous les 21 du mois, avec un décalage d'un mois sur l'autre. Lorsqu'on est en freelance en EI, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un outil comptable? Si on est en EI classique, oui, hein, il y a une tenue de comptabilité obligatoire. C'est que la micro-entreprise qui n'a pas de tenue de comptabilité. Donc, en EI classique, faites bien attention, entreprise individuelle classique, on est soumis à une tenue de comptabilité. Néanmoins, si on fait du portage ou autre, et même un micro-entrepreneur, il doit se poser la question de comment ça se passe financièrement pour son entreprise. Dans quoi on met les pieds financièrement? Est-ce que ce que je fais, c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Donc oui, effectivement, quoi qu'il arrive, il est conseillé de tenir une petite comptabilité. Est-ce que la micro-entreprise peut embaucher un salarié? Alors oui, légalement, une micro-entreprise peut embaucher un salarié, mais gros inconvénient, on ne peut pas déduire les charges en micro-entreprise. Le calcul de l'impôt sur le revenu comme des cotisations sociales est sur le chiffre d'affaires. Donc, si vous avez un salarié, ça vous grève en termes de chiffre d'affaires, vous êtes de toute façon taxé sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est un gros inconvénient majeur. Légalement, on peut, mais c'est absolument pas intéressant d'embaucher un salarié en micro-entreprise. Si on veut avoir des salariés récurrents, il faut passer à un stade supérieur à la micro-entreprise, soit une EI classique, soit constituer une société. En tant que micro-entreprise, on peut effectivement cumuler son allocation de retour à l'emploi et son activité. Oui, le Pôle emploi a des dispositions prévues.
Les logiciels de gestion sont bientôt obligatoires. Jusqu'à présent, c'était l'expert comptable qui faisait. Mais comme on a de plus en plus, j'allais dire, on a des raccourcis, c'est digitalisé de plus en plus, eh ben, de plus en plus, l'entreprise en interne peut faire sa propre comptabilité. Donc, du coup, les logiciels de facto, eh ben, si on décide de faire sa propre comptabilité, ben, les logiciels de facto vont être obligatoires. Donc, je rappelle, c'est uniquement pour les entreprises soumises à une tenue comptable obligatoire, sauf la micro-entreprise. Alors, on peut s'engager avec c'est Madec qui dit, doit-on s'engager avec le comptable qui nous a fait le prévisionnel? Peut-il me le facturer si je pars avec un autre comptable? Généralement, voilà, l'expert comptable vous fait un geste commercial. Il vous fait un geste commercial en vous relisant, en réalisant le prévisionnel parce qu'il espère vous avoir comme client. Donc, dans un premier temps, vous pouvez faire un test. Le test, c'est sur un an, toujours sur un an. Un test sur un an pour voir comment ça se passe. Et si la relation est bonne, vous continuez. Par contre, si la relation n'est pas bonne, vous pouvez effectivement changer. Tout dépend de ce que vous avez signé dans le contrat avec la lettre de mission. Donc, il y a, voilà. Alors, Morgane, oui, en fait, la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle avec un régime fiscal spécifique. Et donc, effectivement, dans l'entreprise individuelle, vous avez deux types d'entreprises individuelles. L'entreprise individuelle classique, avec une tenue de comptabilité obligatoire. Un exemple d'entreprise individuelle classique, les professions médicales, huissier, notaire, ils sont obligés d'être comme ça. Et puis, l'autre type de l'entreprise individuelle, voilà, c'est la micro-entreprise avec un chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour bénéficier des spécificités liées à la micro-entreprise. Donc, je vais m'arrêter là et je vais laisser la main à Juliette. Je m'excuse encore et merci de votre patience pour les problèmes de son. Pourtant, j'ai fait des tests ce matin, mais voilà, en plein midi, 1h, c'était trop tard, je ne pouvais plus rien faire. Donc, je vous laisse la main à Juliette. Merci encore pour toutes ces questions et de participer. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr retrouver nos formations. Nous avons des formations en comptabilité, en finance, réseaux sociaux, trouver les clients, tout ce que je viens de dire, voilà, ce sont des thèmes qui sont abordés en formation. Je suis moi-même formatrice au sein de Créatrice. Donc, je laisse la main à Juliette. Merci encore pour votre patience et à bientôt.